Bonjour à toutes, à tous et également aux autres. Bienvenue sur cette vidéo bilan de l'année 2021. On va revoir rapidement un an de culture, un an de réussite, un an d'échecs. Croyez-moi, il y en a pas mal des échecs cette année. Je précise que des vidéos sont en préparation sur mes échecs car je pars du postulat que chaque échec est en fait un pas de plus vers la réussite, enfin seulement si on comprend les raisons de cet échec en particulier. Voilà pourquoi je vais vous faire des vidéos beaucoup plus détaillées pour partager en fait et vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Surtout qu'en fait, il faut aussi préciser que dans le milieu de l'autonomie ou du jardinage, on essaye de souvent nous montrer les belles choses. En fin de compte, le jardin est gorgé d'imprévus, gorgé d'échecs, gorgé de coups durs. Voilà, donc encore une fois, moi je pense que j'en suis cette année le témoignage absolu. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la première date. Pour ça, il faut retourner presque 2 ans en arrière maintenant, en 2019, avec la préparation et la plantation de mes oignons. Donc on tombe le 11 octobre 2019 avec une plantation de 80 oignons blancs sans ail et 40 échalotes en parallèle. J'avais également semé du blé, c'était aussi une première pour moi. Du blé population, blé d'hiver plus particulièrement. Le 16 janvier, on commence déjà dans ma serre à prélever quelques salades et quelques petites carottes. Quand je dépresse mes carottes, je les consomme. Je trouve ça rigolo, en apéro, etc. C'est vraiment top. Le 24 février, début des hostilités pour moi, car on commence à faire les semis de salade, plus particulièrement la chicorée frisée et la merveille des 4 saisons. Pour moi, la merveille des 4 saisons, si je devais planter une salade, ça serait que celle-là. Essentiellement celle-là, en priorité, parce que pour moi, c'est vraiment la salade 4-4. Elle s'adapte au mauvais temps, elle est résistante au froid. D'ailleurs, on peut la semer en début d'hiver, comme j'ai fait en fait là, finalement. Et elle est super résistante à la montaison, donc c'est-à-dire aux fortes chaleurs. Entre-temps, j'ai également replanter des oignons, des échalotes en extérieur et j'en ai profité avec ce qui me restait d'en remettre dans la serre. Le 26 février, je m'attaque aux fèves à Guadulce. Une première pour moi, bien que je connaissais sur le papier comment faire cette culture. J'avais pas vraiment une date précise puisque en fait à chaque fois qu'on nous parle de la fève, c'est des gens qui sont du sud. J'ai fait à peu près 8 mètres carrés et j'ai fait plusieurs semis à 10 jours d'intervalle et 15 jours d'intervalle après le 10e jour pour échelonner mes récoltes. Le 7 mars, je commence à planter mes pommes de terre qui pour la plupart sont des pommes de terre que j'ai récoltées l'année précédente. Donc je vous les nomme la corne de Gatte, la variété Ulysse également, Bernadette et Blanche, c'est pour moi la Rolls-Royce de pommes de terre. Bernadette et Blanche qui sont 2 pommes de terre, donc l'une va être plus pour la purée, cuisson à l'eau, et l'autre pour tout ce qui va être cuit avec de l'huile, donc frites, chips, etc. Le 13 mars, c'est un jour exceptionnel pour moi parce que je partage une matinée avec un ancien du village qui va m'apprendre, échanger, on va partager également sur la greffe. Donc j'avais acheté, je crois, une quinzaine de greffons, enfin de porte-greffes, et on va greffer du coup toutes ces variétés de pommiers que lui il a dans son jardin. C'était vraiment un moment assez intense, assez intéressant, et ça c'est vraiment la clé de la réussite, l'apprentissage par les anciens, c'est vraiment le top quoi. Ça vaut 1000 bouquins. Finalement, le mois de mars, ça sera un peu le mois de tous mes semis ou presque, parce que j'ai commencé pas mal les carottes, tout ça. Donc le petit pois, les pois manches, tout, etc. Je commence les semis de tomates le 31 mars. Ça aussi, c'est une date à ne pas oublier. 31 mars chez moi, parce que dans le nord-est de la France, je trouve que c'est pertinent de le faire le 31 mars. Plus tôt, ça sert à rien. Et plus tard, on est vraiment trop tard. Donc le 31, moi je pense fin du mois de mars, c'est vraiment l'idéal. On va rattraper du coup l'avance qu'aura eu les plants des personnes qui auront semé au mois, je sais pas, de février par exemple. Mon oncle par exemple sème au mois de février et je rattrape très rapidement avec mes semis du 31 mars. Avec ça, je sème de la betterave, du tournesol, des carottes, des petits pois, des blés de carde, etc. Et je ressème, petite parenthèse, 2 rangs de fèves. Là, je crois que on était à 15 jours d'intervalle avec les dernières. Le 11 avril, je tente les graines enrobées. Alors, je préfère le préciser, c'est des graines enrobées de carottes. Là, c'est un demi-échec, en fait. Ça n'a pas très bien fonctionné. J'avais 30 graines. Sur les 30 graines, je crois qu'il y en a une quinzaine qui ont pris. Mais en revanche, celles qui ont pris, ça a fait des très belles carottes de gros calibre et assez longues. Donc c'était intéressant à refaire l'année prochaine pour avoir plus d'explications sur cet échec pour mieux réussir l'année prochaine. Les suivis de culture du coup commencent. Je fais un suivi de culture plus poussé sur la lentille pour éviter qu'il y ait un enherbement plus rapide que la germination de mes graines. Alors encore une fois, la lentille c'est une première pour moi et encore une fois, pourquoi je fais la lentille ? Parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop polluée dans le commerce. Tout simplement, c'est une conviction, après voilà, c'est une question de conviction. S'il y a des agriculteurs qui en cultivent, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, ça m'intéresse. Je suis pas dans le clash, moi je suis plus dans le dialogue, comprendre comment vous faites. Je sais qu'au Canada par exemple, ils mettent du Roundup pour faire sécher la plante
et récolter avant, puisque eux, chez eux, ils ont des saisons beaucoup plus courtes que chez nous. En parallèle, il y a le lin aussi qui pousse plutôt pas mal et que j'ai semé en même temps que les lentilles. Et mon blé, entre-temps, pousse très très bien. Le 20 avril, je lance les semis de courges. Alors ça c'est pareil, c'est toujours un moment que j'adore parce que les courges, c'est vraiment mes légumes fétiches. Donc courges, courgettes, tout ça, j'en fais à profusion et j'y vais à donf. Et je sème aussi pour la première fois la culture de pois chiches. C'est super important le pois chiche dans le sens où c'est encore une culture qu'on peut facilement, une fois récoltée, faire sécher. Et du coup, ça vous prend presque pas de temps à part pour le séchage, mais en fin de compte, finalement, vous faites sécher, vous en occupez pas, et ensuite, une fois que c'est bien sec, vous mettez ça dans des bocaux sans devoir utiliser du gaz ou quoi aux caisses. C'est une denrée sèche qui va vous permettre d'être utilisée sur toute une année, voire 2 ans, 3 ans, quoi. Tout au long du mois d'avril, je continuerai donc les semis, les suivis de culture, donc enlever l'herbe, etc. Depuis le 20 mars, le printemps a pris la place de l'hiver, enfin presque, parce que finalement, le temps n'est pas vraiment trop au rendez-vous. Il y a souvent beaucoup de pluie. C'est presque limite un signe, une prémisse de l'été. Le 29 mai, on accueille 6 poussins à la maison, issus de notre propre production, entre guillemets. Les poules ont couvé, enfin du moins une poule a couvé, et elle nous a donné 6 petits poussins. On en a perdu un entre-temps. C'est vraiment super. Honnêtement, même si on n'est pas gaga des animaux, quand on entend les petits piou piou piou, franchement là on fond, c'est super chouette. Le mois de juin laisse place finalement au repiquage en pleine terre des courges, des tomates, de la morelle de Balbi dont j'ai fait une petite vidéo. On est vraiment dedans, dans les récoltes, des petits pois, des mange-tout, des blettes, des carottes nouvelles, des pommes de terre nouvelles, des oignons nouveaux, enfin tout ce qu'il y a avec un nouveau derrière quoi. Juillet, les récoltes s'enchaînent, ainsi que les rotations. Tout va pour le mieux, donc à chaque fois que je récolte, je ressème et je ressemais essentiellement du haricot parce que je suis vraiment un gros fada. Le temps est pas super, mais on fait avec. On compose avec la pluie, etc. C'est quand même un avantage, parce que là je m'en plains, mais ça restait quand même un avantage parce que on semait nos graines, on arrosait vite zef, et puis c'est-à-dire que la pluie faisait le reste du travail, quoi. Ça a continué à arroser le sol sans qu'on ait à le faire. Donc cette année, j'ai pas à me plaindre sur l'arrosage, quoi. Sauf que tout allait bien jusqu'au 14 juillet, où le soir du 14 juillet, et ce pendant 2 jours, une pluie battante va frapper notre département, jusqu'à 80 mm au mètre carré, c'est vraiment énorme. En 24 heures, c'est terrible. Donc des gens ont eu des dégâts des eaux chez eux, et nous, on a perdu presque toutes nos cultures. Donc la terre de base argileuse ne va pas absorber l'eau, et on va assister impuissant à l'inondation du terrain. Donc voilà. Après quoi, ça mettra plus de 5 jours pour définitivement partir, et c'est là où le bas blesse. Si ça avait mis une journée et demie ou 2 jours avec du soleil, on aurait pu récupérer pas mal de cultures, parce que ça aurait été vraiment une inondation flash. Mais là, presque une semaine après, en fait, on a perdu 80% de nos cultures sur 1100 mètres carrés. Donc là, ça faisait mal, quoi. Un peu dégoûté, du coup, à partir de ce moment-là, je ne reviendrai plus semer. Je ferai plus d'actes pour semer, même en hiver. Bon, j'ai fait des poireaux, mais c'est tout. Je viens essentiellement, je m'occupe même plus du terrain. Je viens essentiellement récolter mes tomates, m'occuper des peu de cultures qui ont survécu, comme les haricots violets, du coup le quinoa, le maïs, etc. Et d'ailleurs, dans ma tête, je donne vraiment, ça sonne le glas de la saison pour moi. Dans ma tête, ma saison est finie. On va attaquer tout de suite l'histoire de mes transformations. Je voulais vous en parler également, puisqu'on est dans une vidéo bilan. On a fait beaucoup de bocaux cette année, avec le début de nos cultures, donc essentiellement juin, quand on a commencé à récolter à fond. On a fait une première fournée avec plusieurs types de bocaux, des jardinières et quelques petits pois tout seul. Tout se passait super bien et on continuait à faire des bocaux. Donc ça, c'était la première fournée. Ensuite, la deuxième fournée, on a fait des haricots, on a fait des petits pois, ce qui restait, et on a fait des fèves. Et au moment où je fais les fèves, je me rends compte qu'il y a une odeur un peu pestilentielle dans la cave, et je viens de me rendre compte en fait finalement que tout ce qui avait été fait avec des oignons, ça a fermenté. Du coup, on a perdu bien une vingtaine de bocaux à ce moment-là, quoi. Donc complètement dégoûté de devoir jeter ça au compost. Et j'ai compris aussi qu'il y avait peut-être les oignons qui jouaient quelque chose, mais essentiellement, je pense que c'est le temps qu'on a accordé à ces cuissons-là. On aurait dû laisser beaucoup plus de temps à la cuisson dans les bocaux. Et ça, je pense que c'est une erreur que je ne referai pas aux années précédentes. Je ferai le plus long possible. Ensuite, j'ai ressemé pas mal de haricots, comme je vous l'avais dit auparavant, parce que j'adore ça. Donc on avait déjà fait quelques bocaux de haricots, mais bon, après vous connaissez la suite, on a inondé, donc voilà. Donc on a quand même des bocaux de fèves, qui sont super intéressants. En conclusion, si je dois analyser mon année, j'ai fait un suivi approfondi de toute ma culture. J'ai eu des réussites, presque que des réussites dans mes semis. Le peu d'échecs en semis, c'est par exemple le semis de fraises que j'avais essayé de faire, et mon semis de baies de mai et les lavandes. Voilà, essentiellement 3 trucs que j'ai vraiment échoué. Mais ça, encore une fois, c'est dû à la chaleur. J'aurais dû mettre sur tapis chauffant pour réussir ces cultures-là qui sont très gourmandes
Et puis pour les baies de mai, c'était essentiellement une stratification qui n'a pas été respectée. Maintenant, je me pose une question et je me dis, si mon terrain n'avait pas inondé, est-ce que nous aurions été capables de suivre et de transformer autant de cultures? Alors autant pour la récolte, je sais qu'on aurait suivi et on aurait donné à ma famille, etc. Autant pour la transformation, je pense qu'on n'était pas prêt. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de silos pour les carottes, on n'en avait même pas du tout. On n'avait pas non plus suffisamment de bocaux pour tout transformer et pas assez de place au congèle. Donc en fait, ça nous permet aussi de mieux anticiper l'année 2022. Alors à la question que tout le monde attend, est-ce que nous sommes autonomes en alimentation? Je dois répondre honnêtement, la réponse est non. Alors on avance doucement vers cette fameuse autonomie alimentaire, mais en vue de cette année si bizarre, si compliquée, en fait on n'a pas réussi, quoi. Donc une des conclusions que je fais, c'est que il faut vraiment prévoir, anticiper, stocker en grande quantité pour les années de disette en fait. C'est un peu ce que faisaient les anciens finalement. Ils stockaient en très grande quantité pour les années où ils allaient pas avoir grand chose. C'est un peu ce qu'on fait dans les vignes par exemple, notamment en Champagne, où on fait ce qu'on appelle des blocages de champagne pour les années où ils récoltent pas grand chose. Le principe est le même et je pense qu'il faut vraiment l'appliquer quand on va être autonome. On va devoir engranger un max de culture, c'est-à-dire le plus de haricots grains, tout ce qui est sec en fait. Il va falloir multiplier ces récoltes-là, ces cultures-là pour pouvoir homogénéiser, enfin surtout obtenir des récoltes durables dans le temps. Donc je pense aux haricots à grains, au blé, du lin, des lentilles. Là il y en a plein, enfin comme ça voilà, je peux pas tout donner, voilà. Il faut essayer d'optimiser aussi ces récoltes de fruits, de tomates par la transformation, je pense aux fruits par le biais de confiture, fruits séchés comme les pommes par exemple, quand on en a trop, faire du cidre, faire du vinaigre. Les tomates, les traditionnelles sauces, ou traditionnels coulis, ou encore surtout le concentré de tomates. Et puis tout ce qui est séchage, congélateur, bocaux, ou encore même dans l'alcool, parce que ça c'est quelque chose qui nous vient vraiment du passé. Conserver ces fruits dans l'alcool, ça aussi ça peut être intéressant. Pour nous permettre plus tard de vivre grâce et par nos récoltes. C'est ma dernière vidéo de l'année, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes, à tous, un joyeux Noël, de belles fêtes, et on se retrouve l'année prochaine. J'ai pas mal de vidéos à vous proposer qui seront à mon sens super intéressantes sur les plantes aromatiques avec Dami Zabo qui nous fera encore une fois un retour historique et puis un partage de ses connaissances actuelles. Restez connectés, abonnez-vous et je vous dis à l'année prochaine. Christmas, just like the ones I used to know.